On leur avait dit que les soldats américains étaient des démons, des monstres qui les tortureraient, les maltraiteraient et les laisseraient mourir dans des fossés. Mais lorsque 247 femmes japonaises descendirent du navire de transport dans la baie de San Francisco le 12 septembre 1945, l'ennemi ne les brisa pas par la violence. Il les brisa avec quelque chose de bien plus dangereux, la gentillesse, le chocolat et des sourires dénués de sens. Ces femmes s'attendaient à la mort. Au lieu de cela, elles reçurent des douches chaudes, des lits, avec des draps propres et des soldats qui leur tenaient la porte. Dès le 3e jour, des chuchotements commencèrent à circuler dans les baraquements. Nous n'avons jamais vu d'hommes comme ceux-là. Ce qui allait suivre allait bouleverser tout ce qu'elles croyaient savoir sur leurs ennemis, sur l'honneur et sur elles-mêmes. La brume de septembre était épaisse sur la baie de San Francisco, transformant le monde en une étendue grise et froide. Le navire de transport fendait lentement l'eau, ses moteurs gémissant comme une créature épuisée. Sur le pont, 247 femmes japonaises se tenant en petits groupes, serrées, les mains crispées sur les rambardes, les yeux écarquillés par la terreur. La plupart étaient jeunes âgées de 18 à 30 ans. Elles avaient servi comme infirmières opératrices, radiotraductrices et secrétaires pour l'armée impériale japonaise à travers le Pacifique. À présent, elles portaient des uniformes déchirés, leurs cheveux emmêlés, et sales, leurs visages creusés, par des semaines de maigres rations à bord. Certaines serraient dans leurs bras de petits sacs contenant tout ce qu'elles possédaient, d'autres n'avaient rien. L'odeur d'eau salée se mêlait à celle du gasoil. Des mouettes criaient au-dessus d'elles, tournoyant autour du navire comme des vautours. À travers le brouillard, le pont du Golden Gate émergea lentement, ses tours rouges s'élevant, comme un rêve impossible. Les femmes le contemplèrent en silence. Aucune d'elles n'avait jamais rien vu de tel. Au Japon, la plupart des ponts avaient été réduits en décombres par les bombardements. Ici se dressait un pont qui semblait toucher le ciel, intact, parfait, inimaginable. « Ils vont nous tuer quand nous accosterons », murmura Ko, une infirmière de 22 ans, originaire d'Osaka. Sa voix tremblait tandis qu'elle s'adressait à la femme, à ses côtés, Yuki, qui avait travaillé comme opératrice radio aux Philippines. Yuki ne répondit pas. Elle fixait la côte qui se rapprochait, la mâchoire serrée. Elle savait ce qui arrivait aux prisonniers. Elle avait entendu les récits. Les officiers de propagande le leur avaient répété sans cesse. « Les Américains sont des sauvages. Ils tortureront les femmes japonaises. Ils les dépouilleront de toute dignité. La mort serait une miséricorde comparée à ce qui vous attend. » La sirène du navire retentit 3 fois profonde et lugubre. Les femmes sursautèrent. Certaines se mirent à pleurer doucement, d'autres murmurèrent des prières à leurs ancêtres pour demander du courage. Quelques-unes restèrent figées, incapables de bouger ou de penser, l'esprit paralysé par la peur. Lorsque le navire accosta au quai militaire, des soldats américains apparurent sur la jetée. Des dizaines d'entre eux, formés en ligne lâche, fumaient des cigarettes, bavardant tranquillement entre eux. Les femmes se serrèrent davantage contre les rambardes, scrutant ces hommes qu'on leur avait appris à craindre. Mais quelque chose clochait. Les soldats ne grimaçaient pas, ne criaient pas de menaces, ne pointaient même pas leurs fusils vers le navire. Ils attendaient simplement certains, riant d'une plaisanterie échangée. L'un d'eux fit un signe de la main au navire, un geste décontracté, presque amical. Ko attrapa le bras de Yuki. « Tu as vu, il a fait signe. »« C'est peut-être un piège, » répondit Yuki à voix basse, « pour nous faire sentir en sécurité avant. »
Elle n'acheva pas sa phrase. Aucune d'elles ne voulait imaginer ce qui pouvait venir après, avant. La passerelle fut abaissée dans un bruit métallique. Des officiers américains apparurent en haut de la rampe planchette, à la main, lançant des ordres en anglais que les femmes ne comprenaient pas. Un traducteur, un soldat nippo-américain, s'avança et parla dans leur langue. « Vous quitterez le navire en file indienne. Vous serez enregistrés, examinés médicalement et assignés à des quartiers. Aucun mal ne vous sera fait. Vous êtes prisonnière de guerre, sous la protection de la Convention de Genève. » Les femmes se regardèrent déroutées. La Convention de Genève. Que signifiait cela, qu'on n'avait jamais entendu ces mots? Yuki, mais seulement en chuchotement, jamais expliqué. Elles commencèrent à descendre lentement, à contre-cœur la passerelle, grinçant, sous leurs pas, tandis que le brouillard s'enroulait autour d'elles. En bas, les soldats américains attendèrent les observant descendre, avec des expressions ni colériques ni cruelles, mais curieuses, presque douces. Le pied de Ko toucha pour la première fois le sol américain. Elle s'attendait à ressentir l'horreur. Elle ne sentit que la confusion, car le premier soldat qu'elle croisa lui sourit. Pas un sourire cruel, pas un rictus moqueur, juste un sourire. Et c'était d'une certaine manière plus terrifiant que n'importe quelle arme. Les femmes furent conduites dans un grand bâtiment blanc qui sentait le désinfectant et quelque chose de floral qu'elles ne parvenaient pas à identifier. À l'intérieur, des infirmières américaines les attendaient leurs uniformes impeccables, leurs visages calmes et professionnels. Ce fut la première surprise des femmes. Les Américains avaient envoyé des femmes pour s'occuper d'elles. « Veuillez retirer vos uniformes et les placer dans ces sacs, » dit le traducteur. « Vous recevrez des vêtements propres après l'examen médical et la douche. » La panique parcourut le groupe. Se dévêtir devant des inconnus, Ko sentit son visage s'enflammer de honte. Au Japon, la pudeur était tout. Être vu nu par des inconnus était une humiliation pire que la mort. Mais avait-elle le choix? Lentement, à contre-cœur, elles commencèrent à se dévêtir. Certaines se tournèrent, cherchant à dissimuler leur corps. D'autres se dépêchèrent, comme si la rapidité pouvait effacer la honte. Les infirmières américaines circulaient parmi elles avec une douceur méthodique, sans jugement ni moquerie. Elles remettaient simplement à chacune une serviette blanche et indiquaient la pièce suivante. L'examen médical fut rapide, mais minutieux. Les infirmières vérifièrent les plaies, les infections et les signes de maladie. Elles prenaient des notes sur leurs planchettes, échangeaient quelques mots en anglais, d'une voix douce, et à l'occasion adressaient un sourire rassurant aux femmes apeurées devant elles. L'une d'elles remarqua les mains tremblantes de Ko et posa doucement la sienne sur son épaule. « It's okay », dit-elle en anglais. Ko ne comprit pas les mots, mais elle en saisit le ton. Elle comprit la bienveillance dans les yeux de la femme. Ko éclata en sanglots. Puis vinrent les douches. On les conduisit dans une grande pièce carrelée, où des dizaines de pommeaux de douche étaient alignés le long des murs. La vapeur emplissait l'air, chaude et épaisse. Le traducteur expliqua qu'elles devaient se laver soigneusement, que du savon leur serait fourni et qu'elles pouvaient prendre tout le temps nécessaire. Du savon, du vrai savon. Les femmes restèrent immobiles, fixant les barres blanches posées sur de petites étagères sous chaque douche. Elles s'offrirent les prirent lentement, comme si elles manipulaient quelque chose de précieux et fragile. Le savon était lisse, lourd, et sentait les fleurs, les lilas au printemps, une odeur d'un monde qui n'avait pas été détruit par la guerre. Yuki ouvrit le robinet et poussa un cri en sentant l'eau chaude couler sur elle. De l'eau chaude
pas tiède, pas froide, chaude. Cela faisait plus d'1 an qu'elle n'en avait pas ressenti la chaleur. Dans les hôpitaux de campagne où elle avait travaillé, elles étaient chanceuses lorsqu'il y avait simplement de l'eau. Autour d'elles, d'autres femmes pleuraient en se lavant. Certaines riaient entre leurs larmes, un rire aigu presque hystérique. D'autres restaient debout sous le jet, laissant l'eau ruisseler sur leur visage, leurs cheveux, leur corps, lavant des mois de saleté, de peur et d'épuisement. Co frotta sa peau, jusqu'à ce qu'elle devienne rose. Elle lava ses cheveux 3 fois, démêlant les nœuds qui semblaient incrustés à jamais. Le savon moussait épais et blanc, et l'odeur de fleurs l'enveloppait comme dans un rêve. Elle pensa au jardin de sa mère à Osaka, à la senteur des cerisiers en avril, avant que la guerre n'arrive. Lorsqu'elles ressortirent enfin, on leur remit des sous-vêtements propres de simples robes grises et des chaussettes en coton doux. Les robes étaient sobres, mais nettes, et taillées convenablement. Certaines femmes se regardèrent dans les miroirs accrochés, au mur à peine capables de se reconnaître. Propres. Elles avaient l'air propres. Une femme plus âgée, nommée Tamoko, toucha son visage dans le miroir, les yeux écarquillés. « J'avais oublié, » murmura-t-elle. « J'avais oublié que je pouvais ressembler à ça. » Mais sous le soulagement, sous ce confort inattendu, une émotion plus sombre surgissait. La confusion, la honte. Elles étaient censées souffrir. Elles étaient censées être torturées. Au lieu de cela, on leur avait donné du savon, de l'eau chaude et des vêtements propres. Quel genre d'ennemi fait cela à ces prisonnières? On les conduisit ensuite dans un réfectoire, pouvant contenir 300 personnes. De longues tables s'étendaient dans la salle, chacune recouverte d'une nappe blanche, immaculée. L'odeur les frappa, avant même qu'elles n'entrent pain chaud, viande rôtie, café, en train de bouillir, beurre fondant. Le parfum était si riche, si enivrant, que plusieurs femmes s'arrêtèrent dans l'embrasure de la porte, incapables d'avancer. « Veuillez prendre place », dit le traducteur. « Le déjeuner va être servi. » Les femmes s'avancèrent en traînant les pieds, s'assirent le dos droit, les mains jointes sur les genoux. Elles se regardaient en les yeux écarquillés de peur. Cela ne pouvait pas être réel, c'était forcément un piège. Peut-être que la nourriture était empoisonnée, peut-être que c'était leur dernier repas avant la torture. Des soldats américains, en uniforme de cuisine blanc, apparurent portant de grands plateaux. Ils descendirent les rangées, déposant une assiette devant chaque femme. Co baissa les yeux sur la sienne et sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. Poulet rôti, doré et luisant, purée de pommes de terre, nappée d'une sauce brune, haricots verts, une épaisse tranche de pain blanc avec une noisette de beurre jaune, et à côté, un verre de lait froid et une tasse de café fumant. Elle n'avait pas vu autant de nourriture sur une seule assiette depuis 3 ans. Autour d'elle, les autres femmes restaient figées, contemplant leur repas. Personne ne bougeait, personne ne mangeait. Elles regardèrent la nourriture comme si elle risquait de disparaître au moindre battement de paupières. « S'il vous plaît, mangez », dit doucement le traducteur. « C'est pour vous. » Pourtant, personne ne bougea. Enfin, Yuki prit sa fourchette. Sa main tremblait tandis qu'elle coupait un petit morceau de poulet qu'elle porta à sa bouche. Elle mâcha lentement, les yeux clos. Le goût explosa sur sa langue, riche, savoureux, réel. Elle mâcha, avala, puis éclata en sanglots. Ce fut le déclic. Autour d'elle, les femmes se mirent à manger, certaines lentement et prudemment, d'autres avec frénésie, comme si la nourriture pouvait leur être retirée à tout instant. Des larmes coulèrent sur leur visage pendant qu'elles mâchaient.
Certaines riaient entre deux bouchées, un rire désespéré et joyeux à la fois. D'autres mangeaient en silence, les yeux fixés sur leur assiette, incapables de comprendre ce qui se passait. Ko mordit dans le pain, et la texture moelleuse lui arracha un souffle. Elle avait mangé du pain fait de suure et d'écorce pendant la dernière année de la guerre. Ce pain-là était doux blanc parfait. Elle étala le beurre sur le pain avec des doigts tremblants et prit une autre bouchée. La richesse du goût la fit tourner de la tête. En face d'elle, Tamoko pleurait si fort qu'elle ne pouvait pas manger. Elle tenait un morceau de poulet dans la main, le regard fixé dessus, tout son corps secoué de sanglots. « Mes enfants, murmura-t-elle, mes enfants meurent de faim à Tokyo, et moi je mange du poulet. » La culpabilité les frappa toutes d'un seul coup, tandis qu'elles étaient assises là, dégustant du poulet rôti et de la purée de pommes de terre. Leurs familles au Japon fouillaient les décombres à la recherche de restes. Leurs enfants mangeaient de la soupe d'herbe. Leurs parents mouraient de faim dans les ruines des villes bombardées. Et elles étaient ici. L'ennemi les nourrissait mieux que leur propre pays ne l'avait jamais fait. Certaines femmes repoussèrent leurs assiettes, incapables de continuer. D'autres mangèrent, tout poussées, par une faim si profonde qu'elle surpassait la honte et la culpabilité. Quelques-unes mangeaient et pleuraient, en même temps leurs larmes tombant dans leur purée, leurs corps incapables de choisir entre le soulagement et l'angoisse. Les soldats américains observaient depuis les bords de la salle leurs expressions indéchiffrables. Certains semblaient mal à l'aise, se balançant d'un pied sur l'autre. Un jeune soldat murmura à un camarade « Elle pleure, on devrait faire quelque chose. »« Laisse-les manger », répondit calmement le plus âgé. « Ça ira, mais irait-ce vraiment ?» Ko n'en était plus sûre. Elle n'était plus sûre de rien. L'ennemi était censé être cruel. L'ennemi était censé les haïr. Mais ce qu'elle vivait là, c'était autre chose, quelque chose d'incompréhensible, et c'était cela qui l'effrayait le plus. Après le repas, les femmes furent conduites à leur baraquement. Elles marchaient comme en transe, le ventre plein. Pour la première fois depuis des mois, l'esprit incapable de donner un sens à tout cela. Les baraquements étaient de simples bâtiments, en bois peint, en blanc, avec de petites fenêtres et des rangées soignées de lits à l'intérieur. Des lits, pas des nattes posées à même le sol, pas des tas de paille, de vrais lits, avec des cadres métalliques, des matelas, des oreillers et des couvertures pliées. À chaque pied de lit se trouvait un petit coffre en bois. Le traducteur expliqua qu'elles pouvaient y conserver leurs effets personnels, qu'elles avaient la possibilité d'écrire à leur famille, que du papier et des crayons seraient fournis. Des lettres à la maison, elles pouvaient écrire à leurs proches. Ko choisit un lit près de la fenêtre et s'assit lentement sur le matelas. Il était souple, pas luxueux, mais souple. Elle y enfonça sa main, sentant le tissu céder légèrement sous son poids, puis reprendre sa forme. Elle n'avait pas dormi sur un matelas depuis son départ du Japon, 2 ans plus tôt. À côté d'elle, Yuki caressait la couverture de laine, le regard perdu. « Elle est épaisse », dit-elle doucement. « C'est l'hiver en Californie, et ils nous ont donné des couvertures épaisses. » D'autres femmes exploraient les lieux, ouvraient les coffres, testaient les lits, se parlaient à voix basse, pleines d'incrédulité. Au fond de la pièce, un petit poêle à bois attendait froid, mais prêt. Le traducteur expliqua qu'il serait allumé chaque soir pour les réchauffer. Tomoko s'assit sur son lit et enfouit son visage dans ses mains. « C'est mal, » murmura-t-elle. « Tout cela est mal. Nous sommes prisonnières. Nous sommes censés souffrir. Nous sommes censés payer pour ce que notre pays a fait. » Elle leva les yeux, observant les lits, les couvertures, les fenêtres aux rideaux propres. Et pourtant ils nous traitent comme des êtres humains.
Cette nuit-là, quand la nuit tomba, et que les lumières furent éteintes, les femmes s'allongèrent dans leurs lits, enveloppées dans leurs couvertures chaudes, écoutant les sons étrangers d'une base militaire, américaine, les camions grondant au loin, les soldats s'appelant en anglais, le bourdonnement des générateurs. Dehors des grillons chantaient, et quelque part une radio diffusait une musique douce, jazzy, totalement étrangère. Co tira la couverture jusqu'à son menton et fixa le plafond. Son corps était chaud, son estomac plein. Elle était propre, elle était en sécurité, et pourtant elle n'avait jamais été aussi confuse de toute sa vie. Elle pensa aux films de propagande qu'elle avait vus au Japon, ceux qui montraient les Américains comme des monstres sans âme, sans honneur, sans pitié. Elle pensa aux officiers qui lui avaient affirmé que se rendre signifiait torture et mort. Elle repensa à tout ce qu'elle croyait savoir de l'ennemi. Et puis, elle revit le soldat qui lui avait souri sur le quai, l'infirmière qui lui avait touché l'épaule, avec bienveillance, le poulet dans son assiette, le savon entre ses mains. Tout ce qu'elle savait était un mensonge, et cette vérité-là était plus terrifiante que n'importe quelle bataille qu'elle avait vécue. Les jours adoptèrent un rythme étrange, irréel dans sa normalité. Chaque matin, à 6h30, une cloche sonnait, à travers le camp douce et claire. Les femmes se levaient, enfilaient leurs simples robes grises et faisaient leur lit, avec la même rigueur militaire qu'autrefois, une habitude qu'elles ne pouvaient briser même prisonnières. Le petit déjeuner était servi à 7h dans le réfectoire flocon d'avoine, avec sucre brun et raisins secs, œufs brouillés, pain grillé, avec confiture, fruits frais, pommes oranges, parfois bananes, café et lait. Chaque matin, cette abondance apparaissait sur leur table comme par enchantement. Après le repas, les tâches étaient distribuées, mais ce n'étaient pas les corvées épuisantes qu'elles redoutaient. Certaines furent affectées à la blanchisserie du camp Lavant, les uniformes dans de grandes machines qui faisaient la plupart du travail. D'autres aidèrent dans les cuisines, préparant les repas sous la supervision de cuisiniers américains. Celles qui connaissaient un peu l'anglais furent chargées de traduire des documents ou d'enseigner des phrases japonaises de base à des soldats américains curieux. Co fut affecté à l'hôpital du camp pour aider les infirmières dans les tâches de base, plier les bandages, organiser les fournitures, nettoyer le matériel. Le travail était léger, presque apaisant. Elle travaillait aux côtés de 2 infirmières américaines, Hélène et Margaret, qui la traitaient non pas comme une ennemie ni comme une prisonnière, mais comme une collègue. Elles lui montrèrent comment utiliser les instruments médicaux, lui apprirent des mots anglais pour désigner les différents équipements, et parfois partageaient même leur déjeuner avec elle. Le plus surprenant, c'était qu'elles étaient payées. Chaque vendredi, chaque femme recevait une petite somme en campscript, une monnaie en papier qui n'avait cours qu'à l'intérieur du camp, mais qui avait tout de même une valeur. Avec cet argent, elle pouvait se rendre à la cantine du camp, une petite boutique remplie d'articles qui semblaient irréels, des barres de chocolat, Hershey's, Nestlé, Baby Ruth. Les femmes se tenaient devant l'étalage de sucreries comme des enfants devant un autel, les yeux écarquillés. Au Japon, le chocolat avait disparu depuis des années, réservé uniquement à l'élite militaire. Ici, des prisonnières ennemies pouvaient en acheter avec le fruit de leur travail. Il y avait aussi des cigarettes, du rouge à lèvres, de la crème, pour les mains des crayons, des cahiers de petits flacons de parfum, des mouchoirs brodés de fleurs. Ce n'étaient pas des nécessités. C'était un des luxes des choses qui faisaient de la vie autre chose qu'une simple survie. Yuki acheta une barre de chocolat lors de sa première visite à la cantine.
Elle la rapporta au baraquement comme un trésor, la déballant lentement, cassant un carré à la fois. La douceur fondit sur sa langue, et elle ferma les yeux pour savourer. « Je mange du chocolat », murmura-t-elle à Ko. « Nous sommes nos prisonnières de guerre, et je mange du chocolat. » La routine continua. Le déjeuner à midi toujours chaud, toujours copieux. Le dîner à 6 heures, avec de la viande presque à chaque repas. Entre-temps, il y avait des pauses, des moments de repos, voire de loisirs. Les Américains avaient aménagé une petite bibliothèque dans un des bâtiments garnis de livres japonais qu'ils avaient d'une manière ou d'une autre obtenus. Les femmes pouvaient y emprunter des ouvrages, lire pendant leur temps libre, discuter de leur lecture entre elles. Le dimanche, il n'y avait pas de travail. Les femmes pouvaient se reposer, écrire des lettres ou assister à des offices religieux si elles le souhaitaient. Un moine bouddhiste venait une fois par mois et des services chrétiens étaient proposés chaque semaine. Les Américains accueillaient les deux confessions sans distinction. Cette routine étrange, douce, presque domestique, érodait leur résistance plus efficacement que n'importe quelle torture. Leur corps reprenait des forces. La couleur revenait à leurs joues. Elles reprenaient du poids. Leurs visages creusés se remplissaient, leurs os ne saillaient plus sous la peau. Mais avec la santé physique venait le trouble intérieur, car chaque jour de confort était aussi un jour de culpabilité. Chaque repas leur rappelait que leur famille mourait de faim. Chaque barre de chocolat était une trahison envers ceux qui souffraient au pays. Et pourtant, elles ne pouvaient s'empêcher d'accepter. Elles ne pouvaient refuser la nourriture, la chaleur, ces petites attentions. Elles étaient prisonnières, non pas des barbelés, mais du paradoxe d'un ennemi qui les traitait mieux que leur propre patrie ne l'avait jamais fait. La nuit, les femmes se rassemblaient en petits groupes dans les baraquements parlant à voix basse pour tenter de comprendre. Certaines s'accrochaient désespérément à leurs anciennes convictions, affirmant que cette gentillesse n'était qu'un piège, que les Américains ne faisaient preuve de bonté que pour obtenir des informations ou de la coopération. D'autres commençaient à remettre en question tout ce qu'on leur avait appris. La guerre était finie. Le Japon avait perdu, et dans sa défaite, il leur avait révélé quelque chose qui les bouleversait profondément. L'ennemi n'était pas ce qu'on leur avait dit. L'ennemi était quelque chose de bien plus complexe, de bien plus humain et de bien plus effrayant. Les lettres du Japon arrivaient lentement parfois, après des semaines ou des mois. Elles venaient dans de fines enveloppes, le papier usé et fragile, l'écriture tremblante et désespérée. Chacune était comme un coup de couteau au cœur. La première lettre de la mère de Ko arriva fin octobre. Assise sur son lit dans la lumière du soir, elle l'ouvrit avec des mains tremblantes. Le papier était si mince qu'on pouvait voir à travers. L'écriture de sa mère autrefois, élégante et droite, ondulait maintenant sur la page en lignes irrégulières. « Ma chère Ko, nous avons appris que tu es en vie et prisonnière en Amérique. Cela m'apporte à la fois du soulagement et de la tristesse. Soulagement de savoir que tu vis tristesse de ce que tu dois endurer. Tokyo n'existe plus. Notre maison est en ruine. Ton père et moi vivons dans un abri fait de tôle. Nous mangeons une fois par jour quand nous avons de la chance. Aujourd'hui, nous avons eu de l'eau de riz et quelques feuilles de chou. Ton petit frère maigrit chaque semaine. Il demande souvent après toi. Il se souvient que tu lui apportais des sucreries avant la guerre. Il n'y a plus de sucreries maintenant. Il n'y a presque plus rien. Mais nous sommes en vie, et c'est déjà beaucoup. J'espère que tu es traité avec justice. J'espère que tu ne souffres pas trop. Nous prions pour toi chaque nuit. Ta mère qui t'aime. Ko lut la lettre 3 fois, ses mains
tremblant davantage à chaque lecture. Puis elle la plia soigneusement et la rangea dans son coffre. Ce soir-là, elle ne put pas dîner. Elle fixa le rôti de bœuf et les carottes dans son assiette et y vit le visage maigre de son petit frère. Elle repoussa l'assiette et retourna au baraquement. Elle n'était pas seule. Partout autour d'elle, des femmes recevaient des lettres semblables des récits, de famine, de sans-abri, de désespoir. Le mari de l'une était mort de malnutrition. Les parents d'une autre avaient péri dans un bombardement incendiaire de leur quartier. Une troisième femme apprit que ses enfants avaient été envoyés vivre chez des parents, à la campagne faute de nourriture dans les villes. Le contraste devint insupportable. Ici, en Californie, le camp était entouré d'abondance. Au-delà des clôtures, les villes américaines débordaient de vie. Les magasins étaient ouverts et remplis de marchandises. Les enfants jouaient dans les parcs. Les familles circulaient en voiture sur des rues propres, bordées de maisons jamais bombardées. Les femmes pouvaient tout voir lorsqu'on les emmenait travailler à l'extérieur du camp. La vie continuait normale intacte, comme si la guerre s'était déroulée sur une autre planète. Un jour, Yuki travailla dans un champ, récoltant des légumes, aux côtés d'autres prisonnières. À l'heure du déjeuner, le garde américain qui les surveillait ouvrit sa boîte en métal et partagea ses sandwichs avec elle. Il le fit avec une simplicité désarmante, comme si cela n'avait aucune importance. Jambon et fromage sur du pain blanc, enveloppé dans du papier ciré. Il les distribua comme un homme nourrissant des oiseaux dans un parc. « Ma femme en prépare toujours trop », expliqua-t-il par l'intermédiaire du traducteur. « Elle sait que vous avez faim. » Sa femme, une femme qu'elle ne connaîtrait jamais, avait préparé des sandwichs pour des prisonnières ennemies, parce qu'elle pensait qu'elle devait avoir faim. Yuki prit le sandwich à deux mains, s'inclina profondément, les larmes coulant sur son visage. Ce soir-là, elle écrivit dans le journal qu'elle avait commencé à tenir. La femme du garde a envoyé des sandwichs. Elle ne nous connaît pas. Nous étions ses ennemis. Son pays a combattu le nôtre, et des gens sont morts à cause de cela. Mais elle a envoyé des sandwichs. Comment puis-je haïr des gens comme ça? Comment puis-je rester fidèle à un empire qui m'a laissé mourir de faim, tandis que l'ennemi me nourrit? La transformation physique devint impossible à dissimuler. Les femmes paraissaient en meilleure santé qu'elles ne l'avaient été depuis des années. Leur peau brillait, leurs cheveux luisaient, elles avaient repris du poids. Lorsqu'elles croisaient leur reflet dans une vitre ou un miroir, elles avaient du mal à se reconnaître. Un matin, Tomoko se tint devant le miroir de la salle d'eau, contemplant son propre visage. « J'ai l'air de ce que j'étais avant la guerre, » murmura-t-elle. « J'ai l'air en bonne santé. Je suis nourrie. » Elle toucha sa joue, sentit la douceur de sa peau, l'absence d'arêtes saillantes. Puis elle pensa aux visages émaciés de ses enfants, sur la dernière photo qu'elle avait reçue, et détourna le regard incapable de se regarder davantage. La culpabilité était écrasante. Être bien nourri tandis que sa famille mourait de faim. Dormir dans un lit chaud alors que ses parents vivaient dans les gravats. Manger du chocolat pendant que ses enfants faisaient bouillir de l'herbe pour en faire une soupe. C'était une torture plus raffinée que n'importe quel coup. La torture d'être traité avec miséricorde quand on pensait mériter le châtiment. Celle d'être traité avec dignité quand on s'attendait à la cruauté. Celle de découvrir que tout ce qu'on vous avait appris sur l'honneur, le sacrifice et l'ennemi était un mensonge. Et ce mensonge blessait plus profondément que n'importe quelle lame. Ce furent les petits gestes qui les ébranlèrent,
les bontés ordinaires qui défiaient la logique, les brèves rencontres qui fissuraient leurs murailles de haine et de peur, patiemment construites. Un après-midi qu'O portait une pile de draps pliés à l'hôpital lorsqu'elle trébucha sur une planche inégale. Les draps volèrent dans les airs, se répandant sur le sol du couloir. Elle tomba à genoux, aussitôt ramassant précipitamment les tissus, le visage brûlant de honte. Au Japon, une telle maladresse lui aurait valu une réprimande sévère, voire pire. Mais au lieu de colère, elle entendit un rire. Pas un rire moqueur, un rire chaleureux, bienveillant. Elle leva les yeux et aperçut l'un des médecins américains, un jeune homme nommé Capitaine Miller qui lui souriait en s'agenouillant pour l'aider. « Happens to everyone », dit-il en anglais des mots qu'elle ne comprenait pas, mais dont elle saisit le ton. Il n'était pas en colère, il n'était même pas contrarié, il l'aidait simplement. Ensemble, ils ramassèrent les draps. Lorsqu'ils eurent terminé, il lui tendit la pile, lui fit un salut facétieux et s'éloigna, en sifflotant un air qu'elle ne connaissait pas. Ko resta debout dans le couloir, figé, tenant les draps dans ses bras, tentant de comprendre ce qui venait de se passer. Un officier américain, s'était agenouillé pour aider une prisonnière ennemie à ramasser du linge, et il lui avait souri. Qui étaient donc ces gens? Un autre jour, Yuki rentrait des champs, lorsqu'elle entendit de la musique. Elle suivit le son jusqu'à une fenêtre ouverte d'un baraquement américain. À l'intérieur, un groupe de jeunes soldats se tenait autour d'un phonographe, écoutant un disque de jazz et riant. L'un d'eux la vit dehors et lui fit signe d'approcher. « Tu aimes la musique ?» demanda-t-il, par geste, car aucun des deux ne parlait la langue de l'autre. Yuki hocha timidement la tête. Le soldat disparut un instant, puis revint, avec le disque. Il le lui tendit. « Gift », dit-il en anglais. Hésitant, puis ajouta l'un des rares mots japonais qu'il connaissait, Puricento. Elle resta interdite, tenant le disque entre ses mains. Glenn Miller and His Orchestra. Elle voulut le lui rendre, secouant la tête, mais le soldat refusa. « Non, non, gardez-le, c'est pour les filles de votre baraquement. » Ce soir-là, les femmes se rassemblèrent, tandis que Yuki plaçait le disque sur le phonographe qu'on leur avait fourni pour les loisirs. La musique emplit le baraquement lumineuse, rythmée résolument américaine. Certaines femmes froncèrent les sourcils et se détournaient incapables d'apprécier la musique de leurs ennemis. D'autres fermaient les yeux et se laissaient bercer doucement par la mélodie. La musique était la musique peu importée d'où elle venait. Le moment le plus marquant arriva en novembre quand la première vague de froid s'abattit sur la Californie. Les femmes se réveillèrent un matin avec du givre sur les vitres et leur souffle visible dans l'air glacé. Elles se blottirent sous leurs couvertures, redoutant le froid qu'elles savaient inévitable, celui qui s'infiltrerait jusque dans leurs os. Mais au petit déjeuner, le commandant américain fit une annonce par l'intermédiaire du traducteur. « Nous avons commandé des couvertures et des manteaux chauds supplémentaires pour toutes les prisonnières. Ils devraient arriver la semaine prochaine. En attendant, nous avons augmenté la quantité de charbon pour vos poêles. Restez au chaud. » C'était tout. Pas de discours, pas d'attente de reconnaissance. Juste une déclaration simple, le signe qu'ils avaient remarqué le froid et s'en occupaient. Tomoko resta assise à la table des larmes coulant sur ses joues. « Il remarque quand nous avons froid », murmura-t-elle à ses compagnes. « L'ennemi remarque quand nous avons froid et nous apporte des couvertures. » Elle pensa à l'hiver que sa famille avait passé à Hiroshima 2 ans plus tôt, avant la bombe, lorsqu'ils avaient dû brûler leurs meubles pour se réchauffer, parce que l'armée avait réquisitionné tout le charbon.
Elle revit les lèvres bleues de ses enfants, leur corps tremblant. Elle se souvint de la manière dont son propre gouvernement voyait ses citoyens, non comme des êtres humains, mais comme des ressources à exploiter et à jeter. Et voilà que l'ennemi apportait des couvertures, parce que des prisonnières pouvaient avoir froid. La dissonance cognitive était insupportable. Et ce furent ces petits gestes, le médecin aidant à ramasser le linge, le soldat offrant sa musique, le commandant ordonnant des couvertures, qui firent s'effondrer entièrement leur vision du monde. Comment haïr quelqu'un qui vous traite comme un être humain? Comment rester fidèle à une cause lorsque l'ennemi vous montre plus de compassion que vos propres dirigeants? Ces questions les hantaient, et aucune réponse n'apaisait leurs esprits. En décembre, la guerre intérieure qui faisait rage en chacune d'elles était devenue plus brutale que toutes les batailles qu'elles avaient connues. Co passait la plupart de ses nuits éveillées, fixant le plafond sombre du baraquement, l'esprit tournant en rond, sans jamais trouver d'issue. Le jour, elle travaillait à l'hôpital et dans les infirmières américaines dans leurs tâches. Elle avait désormais appris assez d'anglais pour comprendre les ordres de base et tenir de simples conversations. Hélène l'infirmière avait commencé à lui enseigner des termes médicaux, répétant patiemment chaque mot, jusqu'à ce que Co le prononce correctement. La veille, Hélène lui avait serré l'épaule et dit « Tu es faite pour ça. Tu devrais devenir infirmière après la guerre. » Après la guerre, comme s'il y avait un après. Comme si Co avait un avenir au-delà des barbelés, au-delà de cet étrange entre-deux, où l'ennemi la traitait comme une invitée. La nuit, elle sortait les lettres de sa mère et les lisait à la lampe de poche sous sa couverture. Les mots ne changeaient jamais, mais ils faisaient de plus en plus mal. Faim froid, désespoir, son petit frère qui dépérissait, son père qui toussait du sang, parce qu'il avait donné sa ration de nourriture aux enfants, et elle ici qui grossissait, apprenait l'anglais, qu'une Américaine appelait douée par nature. La culpabilité était physique. Elle pesait sur sa poitrine comme une pierre, l'empêchant de respirer. Chaque bouchée avalée lui semblait une trahison. Chaque nuit chaude dans son lit, un crime. Elle vivait mieux qu'elle ne l'avait jamais fait au Japon, mieux que la plupart des civils japonais, même avant la guerre. Et elle vivait ainsi en captivité chez l'ennemi. Qu'est-ce que cela faisait d'elle, une survivante, une traîtresse? Les deux aucune. Le combat intérieur de Yuki était différent, mais tout aussi douloureux. Elle avait été une patriote dévouée, une véritable croyante de l'empereur et de la cause de la Grande Asie. De l'Est, elle s'était engagée volontairement, avait cru chaque mot de la propagande, était prête à mourir pour le Japon. Mais maintenant, toutes ces certitudes se fissuraient. On lui avait dit que les Américains étaient racistes, qu'ils traiteraient les Japonais comme des sous-hommes. Et pourtant, chaque jour, elle voyait des soldats américains les traiter avec un respect tranquille, qui défiait toute logique. On lui avait dit que la culture américaine était creuse et corrompue. Pourtant, elle se surprenait à fredonner les airs de jazz qu'elle entendait à la radio. On lui avait dit que la reddition était pire que la mort synonyme de honte éternelle. Et pourtant, la honte qu'elle ressentait n'avait rien à voir avec la capitulation, elle venait du confort qu'elle avait trouvé ici. Un soir, elle s'assit dans le baraquement, son journal ouvert, devant elle cherchant les mots sans parvenir à les écrire. Comment expliquer cela? Comment se l'expliquer à elle-même? Enfin, elle écrivit « Je suis devenu l'ennemi. Non pas parce que je suis détenu par les Américains, mais parce que j'ai commencé à les voir comme des êtres humains. Et en les voyant comme des humains, j'ai trahi tout ce qu'on m'a enseigné.
Mais si ce qu'on m'a enseigné était un mensonge, alors à quoi étais-je loyal? Pourquoi ai-je sacrifié autant? Et si ce sacrifice n'a servi à rien, que suis-je devenu? Les questions restèrent sur la page suspendue, sans réponse possible. Autour d'elle, d'autres femmes vivaient leur propre crise silencieuse. Certaines s'y accrochaient en redoublant de haine, refusant de parler aux Américains, mangeant en silence, acceptant le confort, sans jamais céder à un geste d'humanité. Ces femmes restaient à l'écart, le visage dur, le regard froid. Elles accepteraient de la survie, mais rien d'autre. D'autres, au contraire, embrassaient leur nouvelle réalité, avec un enthousiasme presque désespéré. Elles apprenaient l'anglais avec ardeur, riaient aux plaisanteries des soldats, écoutaient la musique américaine sans la moindre culpabilité. Elles semblaient se débarrasser de leur identité japonaise, comme d'un vieux manteau, s'enveloppant dans l'approbation américaine, comme si elle pouvait les protéger de l'obscurité, de tout ce qu'elles avaient perdu. Mais la plupart des femmes se trouvaient quelque part entre ces deux extrêmes, déchirées, partagées, incapables d'embrasser pleinement l'une ou l'autre position. Elles étaient les coincées dans un no man's land psychologique trop transformé pour redevenir ce qu'elles avaient été, mais trop japonaises pour accepter complètement ce qu'elles devenaient. Les Américains, eux, semblaient ignorer cette lutte intérieure. Ils voyaient des prisonnières qui s'adaptaient bien, qui étaient en bonne santé coopérative, parfois même amicale. Ils ne voyaient pas les larmes versées la nuit, les journaux remplis de culpabilité, ni les chuchotements sur la loyauté et la trahison. Ou peut-être les voyèrent-ils sans savoir quoi faire. Comment venir en aide à quelqu'un dont tout le monde intérieur s'effondre? Comment consoler quelqu'un dont la souffrance ne vient pas de la cruauté, mais de la gentillesse? Les débats commencèrent en chuchotement, une fois les lumières éteintes. Mais au fil des semaines, ils devinrent plus forts, plus passionnés, plus désespérés. Les femmes avaient besoin de donner un sens à ce qu'elles vivaient, et la seule manière d'y parvenir était d'en parler, de débattre, de se confronter ensemble à l'incompréhensible. « Nous restons japonaises », affirma Fumiko, une ancienne traductrice qui avait travaillé aux Philippines. Elle faisait partie des intransigeantes, refusant d'apprendre l'anglais, de sourire aux Américains, mangeant ses repas le dos tourné aux gardes. Rien de ce qu'ils font ne change qui nous sommes. Ils nous nourrissent parce que la Convention de Genève les y oblige pas, parce qu'ils nous aiment. Tout cela n'est que théâtre politique. Quand nous rentrerons au Japon, nous serons jugés sur la manière dont nous aurons préservé notre dignité en captivité. « Quelle dignité !» répliqua Yuki avec amertume. « Nous avons été envoyés à la guerre par des hommes qui nous promettèrent la gloire et la victoire. Ils ne nous ont donné ni l'une ni l'autre. Ils nous ont donné la faim et la défaite. Et maintenant l'ennemi nous nourrit, nous habille, nous traite comme des êtres humains, et nous devrions avoir honte de ça. J'en ai fini avec la honte. »« Tu es endoctriné, » cracha Fumiko. « C'est exactement ce qu'ils veulent, que nous oublions qui nous sommes, que nous soyons reconnaissantes, qu'ils nous rendent complices. »« Complices de quoi ?» demanda doucement Ko, assise sur son lit, les genoux serrés contre la poitrine. « La guerre est finie. Le Japon a perdu. De quoi sommes-nous complices en acceptant la nourriture et un abri? De notre propre humiliation, » répondit Fumiko. « De la version de l'histoire où l'Amérique est le vainqueur magnanime et nous les vaincus reconnaissantes du mensonge qui les présente comme supérieurs à nous. » « Peut-être qu'ils le sont, » dit une jeune femme nommée Sachiko, 19 ans ancienne secrétaire dans une unité médicale. « Peut-être pas meilleur, mais différent. On m'a appris que les Américains n'avaient ni honneur,
ni respect pour la vie humaine. Mais j'ai vu plus de respect ici que je n'en ai jamais vu dans l'armée impériale. J'ai vu des officiers frapper des soldats pour des broutilles. J'ai vu des commandants envoyer des hommes à la mort et appeler cela de la gloire. Ici, je vois des soldats qui plaisantent entre eux, qui traitent leurs officiers comme des humains qui obéissent sans idolâtrer. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est autre chose. C'est la démocratie, dit doucement Tomoko. Elle était la plus âgée du baraquement dans la trentaine, et ses mots avaient du poids. J'en avais lu avant la guerre dans des livres qui furent ensuite interdits. L'idée que les gens puissent questionner l'autorité que les dirigeants servent le peuple au lieu de l'inverse, je croyais que c'était une utopie. Mais en observant les Américains, je me dis que peut-être c'est réel. La démocratie ne les a pas empêchés de larguer des bombes atomiques sur nos villes, rétorqua Fumiko d'un ton glacé. La démocratie ne les a pas empêchés de réduire Tokyo en cendres, ni de tuer des centaines de milliers de civils. Ne les idéalisez pas sous prétexte qu'ils sont gentils maintenant. Le silence tomba sur le baraquement, car Fumiko avait raison, et toutes le savaient. Le même pays qui leur donnait du chocolat et des couvertures avait aussi libéré une destruction d'une ampleur inimaginable. Comment ces deux choses pouvaient-elles coexister? Comment les Américains pouvaient-ils être capables d'autant de bonté et d'autant de cruauté? Peut-être, dit Yuki lentement, que c'est justement ce qui fait leur force. Ils peuvent tout détruire, puis faire preuve de clémence. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la puissance. Une puissance terrifiante. Les conversations continuèrent, nuit après nuit, sans jamais trouver de résolution. Des divisions générationnelles apparurent. Les femmes plus âgées, qui se souvenaient du Japon d'avant le militarisme, étaient plus disposées à remettre en question les enseignements du régime. Les plus jeunes élevées dans la propagande avaient du mal à s'en détacher. Certaines cessèrent de participer au débat, se réfugiant dans le silence, incapables d'affronter des questions sans réponse. D'autres s'y engloutirent, discutant pendant des heures, comme si trouver les mots justes pouvait donner un sens à l'insensé. Mais sous tous ces débats, sous les luttes intellectuelles et les cris étouffés, demeurait une vérité simple et dévastatrice que toutes ressentaient sans savoir la formuler. On leur avait menti. Sur l'ennemi, sur la guerre, sur la loyauté et l'honneur. Et ces mensonges leur avaient tout pris, leur foyer, leur famille, leur identité. À présent, elles devaient ramasser les morceaux d'un monde intérieur brisé et tenter de reconstruire quelque chose à partir des ruines. C'était épuisant, c'était douloureux, et c'était nécessaire car elles ne pouvaient avancer qu'en acceptant enfin la vérité. Et elles que ne pouvaient plus redevenir ce qu'elles avaient été. Elles étaient prisonnières de leur propre transformation, et la seule issue était d'aller jusqu'au bout. Le tournant eut lieu à la fin du mois de décembre, lorsque le camp organisa une célébration de Noël. Les femmes regardaient fascinées les Américains décorer un grand sapin dans la salle de loisirs, y accrochant des lumières, des ornements et une étoile au sommet. Elles n'avaient jamais rien vu de tel. Le commandant annonça par l'intermédiaire du traducteur que les prisonnières étaient invitées à participer à la fête de Noël. Il y aurait un repas spécial, de la musique et des cadeaux pour des prisonnières de guerre. La plupart des femmes y allèrent par curiosité. Elles s'assirent en rang de chaises, observant les soldats américains chanter, jouer des saïnettes, faire rire leurs camarades. Certaines blagues échappaient à leur compréhension, mais les Américains essayaient. Ils voulaient leur offrir un moment de joie, à elles leurs captives. Puis vint la distribution des cadeaux. Chaque femme reçut un petit paquet, soigneusement emballé. Ko ouvrit le sien avec des mains tremblantes. À l'intérieur, un savon, un peigne, un petit miroir et une tablette de chocolat.
Des choses simples, pratiques, mais enveloppées dans un papier coloré, noué d'un ruban, comme s'il s'agissait de trésors. Elle contempla ces objets sur ses genoux et sentit quelque chose se briser en elle, non pas de douleur, mais comme une graine qui se fend pour laisser naître une tige. Ces cadeaux n'étaient pas somptueux. Ils n'essayaient pas d'acheter sa loyauté ni sa gratitude. Ils étaient simplement humains. Un être humain offrant à un autre quelque chose de petit, de bienveillant, parce que c'était Noël. C'est là que Co comprit. Les Américains ne les traitaient pas bien à cause d'une stratégie politique calculée. Ils ne respectaient pas la Convention de Genève par peur ou par devoir. Ils le faisaient parce que c'était ainsi qu'ils traitaient les gens, même leurs ennemis, même leurs prisonnières, même ces femmes japonaises contre lesquelles ils avaient combattu quelques semaines plus tôt. C'était là la vérité dangereuse. La puissance américaine ne venait pas seulement des bombes et des balles, mais de l'idée que chaque personne avait de la valeur, que même l'ennemi méritait, la dignité que la victoire n'exigeait pas la cruauté. C'était cette idéologie qu'elles avaient combattu, l'idée que l'individu comptait plus que le collectif, que les droits humains, existant au-delà de la nationalité ou de la loyauté. Et cela fonctionnait. Cela les transformait lentement, à chaque repas, à chaque couverture, à chaque geste de bonté. Tous ces actes disaient « Vous pouvez nous haïr, vous pouvez être vaincus, mais nous vous reconstruirons par notre miséricorde. Nous vous montrerons qu'il existe une autre voie. » Yuki, assise à côté de Ko, tenait ses cadeaux emballés, des larmes coulant sur ses joues. « Ce n'est pas une arme, » murmura-t-elle. « C'est simplement ce qu'ils sont. C'est pour ça que c'est si dévastateur. » Autour d'elle, d'autres femmes pleuraient aussi pas des larmes de tristesse, mais des larmes plus complexes, des larmes de délivrance, peut-être, ou de reconnaissance, des larmes de deuil pour les croyances qu'elles avaient portées et pour les sacrifices qu'elles avaient faits au nom de ces croyances. Tomoko se leva, avança vers l'avant de la salle et s'inclina profondément devant le commandant américain. Le silence tomba. Par le traducteur, elle dit « Merci de nous avoir traités comme des êtres humains. Nous ne nous attendions pas à cela. On nous avait appris à attendre la cruauté, mais vous nous avez montré autre chose, quelque chose que nous ne comprenons pas encore pleinement, mais dont nous sommes reconnaissantes. » Le commandant, gêné par cette gratitude, se balança d'un pied sur l'autre, le visage légèrement rougi. « Nous ne faisons que suivre les règles, madame, » répondit-il. « La Convention de Genève exige un traitement correct des prisonniers. Nous ne faisons rien de spécial. » Mais il le faisait. Il faisait quelque chose de profondément spécial. Parce que suivre des règles qui protègent même vos ennemis, traiter des prisonniers avec dignité quand vos propres compatriotes sont morts de leurs mains, choisir la clémence quand la vengeance serait plus facile, c'était tout. C'était l'essence même du sens moral qu'elles avaient perdu de vue. Au fil de la fête, quelque chose changea dans le camp. Les intransigeantes se firent plus rares. Les débats s'apaisèrent. Une lassitude collective s'installa, celle d'une résistance qui se fissurait. Elle ne pouvait plus entretenir la haine face à une humanité aussi persistante. Elle ne pouvait plus croire à la propagande qui appelait les Américains des démons, quand ces démons leur offraient des cadeaux de Noël. Elles ne pouvaient plus se sentir loyales envers un empire qui les avait abandonnées, quand l'ennemi était désormais la seule raison pour laquelle elles étaient encore en vie. La transformation n'était pas complète. Il faudrait des années, peut-être des décennies, pour que certaines comprennent pleinement ce qui leur était arrivé. Mais à cet instant précis, dans cette salle décorée sous un sapin illuminé, avec des soldats américains, chantant des cantiques, et des femmes japonaises
tenant des cadeaux dans leurs mains, quelque chose de fondamental avait basculé. Elles commencèrent à voir leurs geôliers, non plus comme des ennemis, mais comme des êtres humains, des êtres imparfaits, certes, capables d'atrocités, sans doute, mais humains malgré tout. Et en reconnaissant cela, elles commencèrent à remettre en question tout le reste de ce qu'on leur avait enseigné. L'arme la plus puissante de l'Amérique n'était pas la bombe atomique. C'était cette idée simple et radicale: la dignité humaine transcende les frontières. Et cette arme fonctionnait exactement comme prévu. Le moment du miroir survint en janvier 1946, un mardi après-midi ordinaire. Co travaillait à l'hôpital, rangeant des fournitures médicales dans une réserve, lorsqu'elle aperçut son reflet dans la porte vitrée d'une armoire. Elle s'arrêta net, regarda, ne se reconnut pas immédiatement. La femme dans la vitre avait des joues rondes, une peau claire, des yeux brillants, des cheveux sains, qui luisaient même sous la lumière faible de la pièce. Elle paraissait à nouveau jeune, vivante. Le regard creux et hanté qui avait marqué son visage pendant les 2 dernières années de guerre avait disparu. Elle ressemblait à celle qu'elle avait été avant la guerre. Non, elle paraissait même mieux qu'avant la guerre. Car même dans le Japon, en paix, elle n'avait jamais mangé aussi bien, jamais eu accès à des soins médicaux de cette qualité, jamais été aussi en bonne santé. Et c'était l'ennemi qui avait fait cela. L'ennemi lui avait rendu ce qu'elle était. Les mains de Co se mirent à trembler. Elle s'appuya contre l'armoire, respirant par saccades. Car en voyant ce reflet en bonne santé, tout le poids de la trahison s'abattit sur elle, non pas une trahison des Américains, mais du Japon lui-même. Son propre pays lui avait volé sa jeunesse, sa santé, son innocence, les avait brûlés comme carburant pour la machine de guerre. Le Japon lui avait donné de la propagande, au lieu de nourriture de l'idéologie, au lieu de soins, avait exigé son sacrifice sans jamais rien offrir en retour. Le Japon lui avait enseigné que souffrir était noble, que la faim était honorable, que mourir pour l'empereur était la plus haute vocation. Des mensonges, tous des mensonges. Car elle se tenait là, prisonnière de guerre plus saine et plus épanouie qu'elle ne l'avait jamais été en tant que citoyenne libre de l'Empire. Elle se tenait là, nourrie, vêtue, et traitée avec dignité par ceux qu'on lui avait appris à craindre et à haïr. Les Américains ne l'avaient pas brisée par la cruauté, ils l'avaient brisée par la vérité qu'elle valait la peine d'être nourrie, soignée, traitée comme un être humain. Et cette vérité détruisit tout ce qu'elle croyait savoir sur la loyauté, l'honneur et le sacrifice. Elle glissa au sol, le dos contre l'armoire, et se mit à pleurer, pas de petites larmes silencieuses, mais de profonds sanglots déchirants, venus d'un endroit ancien et blessé. Elle pleura pour la jeune fille, qu'elle avait été celle qui avait cru à la propagande. Elle pleura pour les années qu'elle avait gaspillées à servir une cause qui ne l'avait jamais estimée. Elle pleura pour sa famille, encore au Japon, encore prisonnière du mensonge. Elle pleura pour tous ceux qui étaient morts en croyant que leur sacrifice avait un sens, alors qu'ils n'avaient été que du combustible pour des hommes indifférents à leur sort. L'infirmière Hélène la trouva ainsi 10 minutes plus tard. L'Américaine la regarda une seule fois et comprit sans qu'aucun mot ne soit nécessaire. Elle s'assit par terre à côté d'elle, sans la toucher, sans chercher à réparer quoi que ce soit, simplement présente dans son chagrin. « It's okay », murmura-t-elle doucement, même si Co comprenait à peine l'anglais. C'est normal d'être en colère. C'est normal de se sentir trahi. On t'a menti. Tu as le droit de pleurer pour ça.
Ko la regarda à travers ses larmes brouillant sa vue. Cette femme, cette Américaine, qui avait toutes les raisons de la haïr dont le pays avait combattu le sien, qui avait sans doute perdu des amis ou de la famille sous les balles japonaises, était là assise sur le sol d'un hôpital, réconfortant une prisonnière ennemie en pleine crise. Et à cet instant, la vision du monde de Ko ne se fissura pas, elle vola en éclats. Elle comprit enfin. C'était cela la démocratie. C'était cela croire que chaque individu possède une valeur intrinsèque indépendamment du camp auquel il appartient. C'était cela la philosophie que le Japon avait combattue, l'idée que les droits humains ne viennent pas des empereurs, ni ne s'obtiennent par le sacrifice, mais existent simplement parce que les humains existent. Le Japon avait perdu la guerre, oui, mais il avait surtout perdu bien plus toute la valeur de son idéologie, car mises côte à côte, deux visions du monde s'opposaient, celle qui traitait les êtres humains comme des outils de l'État et celle qui reconnaissait en chacun une dignité propre. La différence était indéniable. Elle pensa à son petit frère, affamé à Tokyo, à ce soldat américain qui, la veille, avait partagé son déjeuner avec elle, à l'empereur dans son palais, protégé de la misère de son peuple, et au commandant américain, ordonnant des couvertures supplémentaires pour les prisonnières frigorifiées. La comparaison était dévastatrice et incontestable. Ce soir-là, Ko se tint debout dans le baraquement et s'adressa aux femmes rassemblées. Sa voix était calme mais ferme. « Aujourd'hui, je me suis regardée dans un miroir, dit-elle. J'avais l'air en bonne santé et j'ai compris que j'ai meilleure mine aujourd'hui prisonnière que je ne l'ai jamais eue en tant que citoyenne libre du Japon. Et ce n'est pas parce que l'Amérique est parfaite, c'est parce que le Japon nous a trahis, complètement irrémédiablement. » Elle regarda autour d'elle, croisant des visages à la fois compatissants et réticents. « Je ne dis pas que nous devons oublier qui nous sommes. Je ne dis pas que nous devons devenir américaines. Mais je dis que nous devons reconnaître la vérité. On nous a menti sur la guerre, sur l'ennemi, sur ce pourquoi notre pays se battait. Et tant que nous ne le reconnaîtrons pas, nous ne pourrons pas avancer. » Un silence lourd emplit le baraquement. Puis lentement, une à une, les femmes commencèrent à hocher la tête. Certaines pleurèrent, d'autres détournèrent le regard, mais la plupart acquiescèrent, car elles s'étaient toutes vues dans des miroirs. Elles avaient toutes ressenti la même dissonance douloureuse, être plus en santé, en captivité qu'en liberté. Elles avaient toutes affronté la même prise de conscience dévastatrice. L'ennemi les avait traitées comme des êtres humains, et ce faisant leur avait révélé que leur propre pays ne l'avait jamais fait. Ce fut à ce moment-là que tout changea. Pas lentement, mais soudainement, comme un barrage qui cède. La résistance, le déni, l'attachement désespéré aux anciennes croyances, tout fut emporté dans un torrent de vérité libératrice. Elle restait japonaise. Elle le resterait toujours. Mais jamais elles ne redeviendraient les femmes, qu'elles avaient été celles qui croyaient aveuglément la propagande, qui pensaient que souffrir pour l'État était noble. Elles avaient été transformées, et il n'y avait plus de retour possible. Lorsque l'hiver laissa place au printemps des rumeurs de rapatriement, se mirent à circuler dans le Ken. Des navires étaient préparés, des listes dressées. Bientôt les femmes allaient être renvoyées au Japon. La nouvelle aurait dû susciter de la joie. Elles rentraient chez elles, vers leur famille, leur pays, leur culture. C'était ce qu'elles attendaient, non. Pourtant, au lieu de la joie, ce fut la peur qui s'installa. Ko restait éveillée la nuit fixant le plafond, l'estomac noué. Que trouverait-elle en rentrant? Les lettres de sa mère décrivaient un pays en ruine. Tokyo n'était plus qu'un tas de décombres. La nourriture manquait. Les maladies
faisait rage. Le Japon qu'elle avait connu, celui des cerisiers en fleurs des festivals, et de l'ordre, avait disparu remplacé par la faim et le désespoir. Et elle, y retournerait en bonne santé bien nourrie, le visage rond et les joues roses. Comment pourrait-elle expliquer cela à sa famille affamée? Comment pourrait-elle regarder son petit frère dans les yeux et lui dire qu'elle avait mangé du poulet rôti pendant qu'il cherchait des herbes dans les fossés? « J'ai peur », avoua Yuki, un soir assise sur son lit. « J'ai peur de rentrer. Qu'est-ce que ça fait de moi? Le Japon est ma patrie. Ma famille est là-bas. Mais l'idée de partir d'ici, sa voix s'éteignit. « Tu te sens coupable ?» compléta Tomoko. « Parce que ce camp, cette prison, nous a traités avec plus de bonté que notre propre pays. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire sans passer pour des traîtres. »« Mais c'est vrai, » murmura Sachiko. « J'essaie de ne pas y penser, mais c'est vrai. Je ne veux pas retourner à la famine. Je ne veux pas retourner dans un pays où les femmes ne sont que des outils pour les hommes. Je ne veux plus qu'on me dise que ma valeur se mesure à mon utilité pour l'État. » Les conversations continuaient toujours, à voix basse, toujours teintées de honte. Car ce qu'elles admettaient était impensable. Elles préféraient la captivité en Amérique à la liberté au Japon. Non pas parce qu'elles aimaient l'Amérique ou avaient renié leur identité, mais parce que les besoins humains fondamentaux, manger, se loger, être traité avec dignité, contiennent désormais plus que les concepts abstraits de loyauté ou de patriotisme. Certaines allèrent jusqu'à demander aux officiers américains s'il existait un moyen de rester, de ne pas être renvoyés. Les réponses furent toujours les mêmes non. La Convention de Genève exigeait leur rapatriement. Elles devaient rentrer. Mais le simple fait qu'elle pose la question montrait combien tout avait changé. Ces femmes qu'on avait éduquées à croire que la mort valait mieux que le déshonneur suppliaient maintenant de rester avec leurs anciens ennemis plutôt que de rentrer dans leur pays natal. La propagande avait prédit que les Américains les briseraient, et d'une certaine manière elle avait eu raison. Mais la rupture ne s'était pas faite par la cruauté. Elle s'était faite par quelque chose de bien plus puissant, la démonstration qu'il existait une meilleure façon de vivre. Les navires quittèrent la baie en avril 1946. Les femmes se tenaient sur le pont, regardant San Francisco s'éloigner le Golden Gate Bridge, rapetissant à l'horizon. Beaucoup pleuraient, certaines faisaient signe d'adieu aux gardes américains restés sur le quai. La traversée du Pacifique dura 3 semaines. Les conditions n'étaient pas aussi confortables qu'au camp, les cales étaient bondées, la mer agitée. Mais elles étaient nourries, respectées, rien à voir avec les cauchemars maritimes des années de guerre. Quand la côte japonaise apparut enfin, les femmes se pressèrent aux rambardes. Ce qu'elles virent leur serra le cœur. La dévastation totale, des villes réduites en cendres, des ports encombrés d'épaves, des rivages meurtris par les bombes. En passant devant Hiroshima, l'ampleur du désastre se révéla une cité entière, effacée de la carte. Elles accostèrent à Yokohama. Le choc fut brutal. Des bâtiments squelettiques, des rues couvertes de gravats, des silhouettes en haillons fouillant les décombres, des enfants au ventre gonflé, aux yeux vides, quémandant de la nourriture, des femmes vendant tout ce qu'elles possédaient, vêtements, bijoux elles-mêmes, pour survivre. C'était cela leur retour. C'était cela leur chez-soi. Ko posa le pied sur le sol japonais sans joie, écrasée par une tristesse immense. Autour d'elle, d'autres femmes pleuraient, non pas de bonheur, mais d'horreur, devant ce que leur pays était devenu. Elles furent enregistrées, reçurent quelques rations. Puis on les laissa partir chercher leur famille. Ko monta dans un train
pour Tokyo. Par la fenêtre, elle regardait défiler un paysage détruit, forêt, calciné, pont, effondré, village fantôme, où avaient autrefois battu des villes vivantes. Elle retrouva sa famille dans un abri de fortune, dans ce qui avait été un quartier prospère. Sa mère semblait avoir vieilli de 20 ans. Son père, atteint de tuberculose, toussait sans fin. Son petit frère, âgé de 12 ans, était si maigre qu'elle peina à le reconnaître. Quand ils la virent, scène ronde du visage manifestement bien nourri, leurs premiers regards furent emplis de joie. Mais la joie laissa vite place à la confusion, puis à autre chose, quelque chose qui ressemblait à du reproche. « Tu as bonne mine, » dit sa mère prudemment. « Les Américains t'ont bien traité, n'est-ce pas ?» Ko hocha la tête, incapable de parler, les larmes coulant silencieusement sur ses joues, parce qu'elle comprit ce que sa mère ne disait pas. « Tu mangeais pendant que nous mourions de faim. Tu étais en sécurité pendant que nous souffrions. Tu étais avec l'ennemi pendant que nous perdions tout. » La culpabilité qu'elle avait ressentie dans le King n'était rien comparée à celle qu'elle éprouvait maintenant. Les années passèrent. Le Japon se reconstruisit lentement, renaissant des ruines pour devenir une puissance économique. L'occupation prit fin. La démocratie prit racine maladroitement d'abord, puis plus fermement. Les femmes qui avaient été prisonnières en Amérique se dispersèrent à travers le pays, reconstruisant leur vie, parlant rarement de ce qu'elles avaient vécu. Mais elles étaient changées, fondamentalement, à jamais. Ko devint infirmière inspirée par son travail, à l'hôpital du camp américain. Elle ne se maria jamais, choisissant de consacrer sa vie à soigner. Dans les années 1960, elle ouvrit une petite clinique à Tokyo, traitant ses patients, selon une philosophie née de sa captivité. Chaque personne, quel que soit son statut ou son origine, mérite dignité et soin. Elle garda les manuels d'infirmerie américains que l'infirmière Hélène lui avait offerts en cadeau d'adieu. Parfois, quand la clinique était calme, elle les feuilletait et se souvenait de cette femme qui s'était assise à côté d'elle sur le sol d'un hôpital pendant qu'elle pleurait. Yuki, elle épousa un soldat américain durant l'occupation et partit vivre en Californie. Ce fut un scandale dans sa famille, mais elle s'en moquait. Elle avait appris que l'amour et la bonté comptaient plus que la fierté nationale. Elle eut 3 enfants bilingues et biculturels, à l'aise aussi bien avec les baguettes qu'avec les fourchettes, auxquelles elle enseigna qu'une identité n'avait pas besoin d'être unique ni pure. Tomoko, elle retourna auprès de ses enfants et passa le reste de sa vie à leur expliquer ce qu'elle avait compris, que la propagande est une arme dangereuse, que remettre en question l'autorité n'est pas une faute, mais un devoir, que leur valeur ne venait pas de leur service à l'État, mais de leur humanité même. La plupart des femmes ne parlèrent jamais publiquement de leur temps en captivité. La honte était trop profonde, les contradictions trop douloureuses. Mais en privé, dans des conversations avec leurs filles et leurs petites-filles, elles transmirent ce qu'elles avaient appris. Elles enseignèrent à la génération suivante à douter, à réfléchir, à reconnaître la propagande quand elles la voyaient. Elles leur apprirent que l'ennemi n'est pas toujours celui qu'on vous désigne, et que parfois ceux qui vous traitent avec le plus d'humanité sont ceux que vous attendiez le moins. Et ainsi le savon, le chocolat, les draps propres, tout cela devint bien plus que des objets matériels. C'étaient les symboles de l'arme la plus redoutable dont l'Amérique disposait. La croyance simple que chaque vie humaine a de la valeur, même celle de l'ennemi, même celle de ceux qui vous ont combattu. Pour ces prisonnières japonaises, le goût du chocolat et l'odeur du savon furent la preuve que tout ce qu'on leur avait enseigné était faux, que l'ennemi pouvait faire preuve de pitié, que la dignité
était plus puissante que la cruauté, que parfois le plus lourd fardeau à porter n'est pas la haine mais la bonté de ceux qu'on vous a appris à haïr. Dans ces dernières années, Ko raconta son histoire à sa nièce, une jeune femme née bien après la guerre. Elle écoutait les yeux écarquillés. « Alors les Américains ont été bons avec toi ?» demanda-t-elle. Ko secoua lentement la tête. « Ce n'est pas si simple. Ils ont largué des bombes atomiques sur nos villes. Ils ont tué des centaines de milliers de civils. Ils étaient capables de choses terribles. » Elle marqua une pause, regardant par la fenêtre le Tokyo moderne, tout de veille et d'acier. Mais ils étaient aussi capables de compassion de traiter leurs ennemis avec dignité. Et cette compassion m'a changé plus que n'importe quelle punition. Elle m'a obligé à tout remettre en question. Et ces questions m'ont conduite à la vérité. Une vérité douloureuse, mais une vérité quand même. Elle sourit tristement. J'ai passé ma vie à transmettre ce que j'ai appris, que ton ennemi peut parfois te traiter mieux que les tiens, que la propagande est toujours un mensonge, peu importe qui la prononce, que la dignité humaine transcende les frontières et le nationalisme. Ces leçons m'ont coûté tout ce en quoi je croyais, mais elles m'ont donné quelque chose de plus précieux, la capacité de voir clair. C'est cette histoire qui mérite d'être retenue, celle de femmes qui découvrirent que le véritable champ de bataille n'était pas entre les nations, mais entre deux visions du monde, l'une qui voyait les humains comme des outils, et l'autre qui les voyait comme des êtres dignes de protection, même lorsqu'ils étaient vos ennemis. Car l'histoire est pleine de vérités inconfortables comme celle-ci, des récits qui ébranlent nos certitudes sur les ennemis et les alliés sur la guerre, et la paix sur qui sont les véritables monstres. Ces histoires comptent. Elles nous rappellent que l'humanité peut survivre même dans les ténèbres, et que parfois, l'arme la plus puissante n'est rien d'autre qu'un simple acte de bonté. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Et souvenez-vous, le passé a des leçons à nous offrir si nous avons le courage de les écouter.